Et donc aujourd'hui, il va nous parler de la découverte des éléments, et avec une très belle image qui n'est pas sans rappeler une pochette d'album de Pink Floyd, d'un certain groupe de musique qui s'appelle Pink Floyd, que les jeunes ne connaissent pas. Non, c'est vieux, hein. Voilà, et donc écoute, Grégoire, je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, je suis professeur de physique-chimie, et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est un peu à l'intersection de ces deux matières, de la physique et de la chimie. Donc ça s'appelle la découverte des éléments, sous-entendu les éléments chimiques, donc c'est la chimie, et généralement quand on introduit ce sujet, on montre le tableau périodique des éléments. Alors qui a déjà vu ce tableau périodique? Quasiment tout le monde. C'est affiché dans les salles de cours de physique-chimie. Donc là vous avez tous les éléments, donc toutes les catégories d'atomes qui constituent la matière. Donc ici dans cette pièce, que ce soit les objets solides, les tables, l'eau dans la bouteille d'eau ou l'air, ou un corps humain, tout ça c'est constitué de tous ces atomes-là. Et en particulier de ceux qui sont à peu près ici, là, le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène. Voilà, il y a quelques atomes qui sont très présents. Et vous avez aussi d'autres atomes un peu plus rares. Voilà, vous avez du fer, du cuivre, du zinc dans le corps humain. Et même certains atomes comme le potassium, dont certaines versions sont un petit peu radioactives. Vous avez de la toute petite, je vous rassure, c'est vraiment pas du tout dangereux pour la santé, mais un tout petit peu de radioactivité dans les atomes, partout, même dans le corps humain. Et le sous-titre, c'est une histoire d'amitié entre la physique et la chimie. Donc, je vais parler un petit peu de physique aussi. Et vous voyez ici donc un prisme. Donc effectivement, ceux qui connaissent Pink Floyd ont déjà vu cette image. Ça, c'est de l'optique. La lumière blanche est décomposée par le prisme, donc c'est du verre. Et vous avez différentes longueurs d'onde, différentes couleurs qui sont décomposées. Donc ça c'est de la physique, c'est de l'optique. Et donc il y a un lien entre physique et chimie, et je vais montrer comment des scientifiques ont découvert des éléments, des cases dans ce tableau, en faisant de la physique. Il y aura de la chimie, il y aura aussi un peu de physique. Et donc j'ai appelé ça une histoire d'amitié entre la physique et la chimie. C'est une amitié au sens figuré, mais on va voir qu'il y a aussi une vraie amitié au sens littéral entre deux chercheurs, un physicien, Kirchhoff, et un chimiste, Bunsen. Donc Kirchhoff, ceux qui ont fait de l'électricité connaissent peut-être les lois de Kirchhoff. Et Bunsen, vous avez peut-être vu en TP de chimie des becs Bunsen. Voilà, c'est ce Bunsen-là, c'est lui qui a inventé ça. Donc on va parler de ça et on va voir que, en faisant à la fois de la chimie et de la physique, on arrive à découvrir des éléments. Donc je vais commencer par parler un petit peu de ça. Le fait que le verre décompose les couleurs, on le sait depuis l'Antiquité, ça on le sait depuis très longtemps. Mais l'analyse un petit peu plus précise de ça, c'est fait par Newton, au XVIIe siècle, qui comprend que ce n'est pas le verre qui crée les couleurs. En fait, les couleurs, d'une certaine manière, elles sont déjà là, elles sont déjà comprises dans la lumière blanche. Par exemple, dans la lumière du soleil. Le soleil, il nous envoie une lumière qui est quasiment blanche, et en fait, cachée dans cette lumière blanche, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, du rouge jusqu'au violet. Donc ça, c'est la physique. Et un peu plus tard, un peu après Newton, on a compris que cette lumière, donc là, toute la lumière que vous avez dans la pièce, la lumière du soleil, en fait, c'est une onde, et c'est pas n'importe quel type d'onde, c'est une onde, ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Au XIXe siècle, on arrive à comprendre que l'électricité, donc ce qu'il y a dans les circuits électriques aujourd'hui, l'électricité statique, d'un côté, et le magnétisme, les aimants, en fait, c'est un même phénomène qui s'exprime de deux manières différentes. Et donc, on va faire la fusion entre les deux domaines, donc électricité et magnétisme. On va appeler ça comment? L'électromagnétisme. Et on va se rendre compte qu'il y a un troisième domaine qui fusionne, c'est l'optique. Donc ça, c'est de l'optique. Si vous faites de l'optique en terminale, déjà, vous étudiez ce genre de choses. Et on se rend compte, en fait, la lumière. Alors, des fois, on entend que ce sont des photons. On peut voir ça comme des particules. Mais on peut voir ça comme une onde aussi, une onde électromagnétique. Et cette onde, elle a une certaine fréquence. Donc, dans le domaine visible, vous avez du rouge jusqu'au violet. Vous pouvez avoir une fréquence qui est plus basse que le rouge. On appelle ça
les infrarouges. C'est ça qui est rayonné aussi par le soleil, qui fait que vous avez chaud quand vous vous exposez au soleil. Et encore en dessous, les micro-ondes, les ondes radio. Donc quand votre poste radio capte des ondes radio, quand vous allumez votre micro-ondes, en fait c'est de la lumière. C'est juste que c'est de la lumière qui n'est pas visible. Votre œil, c'est un capteur qui ne fonctionne que sur une certaine zone toute petite, là, qu'on appelle la lumière visible. Mais les infrarouges, les micro-ondes, c'est aussi de la lumière. C'est de la lumière invisible. Et au-delà du violet, ici, UV, ça veut dire quoi? Ultraviolet. Et rayon X, rayon gamma. Je vous ai mis des petites illustrations. Voilà. Tout ça, c'est de la lumière, entre guillemets. Il n'y a pas que la lumière visible, il y a la lumière invisible. Et donc, si je décompose avec le prisme toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde, ça dit bien, c'est assez explicite, c'est la longueur entre les deux pics de l'onde. Vous avez des longueurs d'onde qui sont grandes, vers le rouge, et des longueurs d'onde qui sont petites vers le violet. Et donc le prisme, il sépare toutes les longueurs d'onde, il sépare les couleurs. Donc si vous projetez ça sur un écran, vous obtenez ça. Alors là, on n'a pas toutes les couleurs, par exemple, il n'y a pas le rose, parce que le rose, c'est une combinaison. C'est une addition ou une soustraction de ces couleurs. Et ça, ce sont les couleurs pures. Donc si vous décomposez la lumière du soleil, et vous mettez ça sur un écran après un prisme, vous obtenez ça. Alors, pas tout à fait. Il y a un chercheur allemand dans les années 1800 et quelques, qui a vraiment regardé ça de manière très précise, et voilà ce qu'il a vu. Il a vu qu'il y avait des franges sombres dans la lumière du soleil. Il y a certaines lumières très précises, une couleur très précise, qui ne nous parviennent pas. Et a priori, à l'époque, on ne savait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez déjà une petite idée de ce qui cause ça. Vous pouvez déjà y réfléchir, on va répondre. Et là, les chiffres, c'est la longueur de l'onde. C'est en nanomètres. L'onde, je peux la dessiner comme ça, comme une oscillation. En fait, c'est tout petit. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Vous prenez un millimètre et vous le coupez en 1000, ça vous donne un micromètre. Et vous le recoupez en 1000, ça vous donne un nanomètre. Donc vous avez vraiment des longueurs d'onde qui sont toutes petites. Donc il y a des trous. Et a priori, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un physicien français qui va commencer à trouver des indices pour cette énigme. Il va se rendre compte que certains objets, ici vous avez ce qu'on appelle une lampe à vapeur de sodium. Alors à l'époque, il utilise d'autres choses, il utilise des flammes tout simplement. Il met du sel, vous savez, dans le sel de table, il y a du sodium. Il met du sel sur une flamme et il regarde la couleur. Et il se rend compte qu'il y a certaines couleurs. Et pareil, il décompose. Et il voit, non pas, donc je vous remets ce qu'on avait avec le soleil, quelque chose de continu, ou presque, avec des trous, mais il voit l'inverse. Il voit certaines couleurs très précises. Et il se rend compte en plus qu'il y a peut-être une correspondance entre ces franges lumineuses et les franges observées par Fraunhofer, le chercheur allemand. Vous voyez, là c'est un peu le négatif l'une de l'autre. Alors à l'époque c'est beaucoup plus flou que ça, c'est beaucoup plus difficile, là je schématise, mais il commence à avoir une petite idée de ce qui se passe. Ici, à votre avis c'est quoi ça? Ouais, c'est une éclipse. Donc le soleil ici est caché par la lune, et on voit une toute petite bande rouge qu'on appelle la chromosphère. Alors c'est tout petit, ça fait comme 1000 km d'épaisseur, sauf que le rayon du soleil, est-ce que vous savez combien ça fait à peu près? Ça fait 700 000 km. Donc vous avez un rapport de 700 et de 1 ici. Donc c'est vraiment tout petit par rapport au soleil. Et dans cette chromosphère, on va se rendre compte qu'il y a une couleur qui est émise, qui est très rouge, et qui, pareil, correspond ici à très précisément, c'est ici à 656, et on appelle ça la raie H-alpha. H comme hydrogène. Et on peut comprendre un peu plus tard que l'hydrogène est présent dans l'atmosphère du Soleil, grâce à ça. Donc, vous voyez, on commence, là je prends quelques raccourcis, je vais détailler après, mais on commence à voir que l'étude du spectre, à la fois du Soleil ou des objets, nous permet de détecter des éléments, des atomes. Ici, l'hydrogène. Donc la question qui se pose, c'est comment, à partir de ces franges-là,
on arrive à détecter des éléments chimiques, des atomes. Et l'autre question, c'est, à l'époque, on ne sait pas ce que c'est que l'hydrogène. Comment on a découvert l'hydrogène? Je vous propose de parler un petit peu de ça. Alors là, ne prêtez pas forcément attention, c'est écrit un peu petit, mais c'est la découverte de tous les éléments du tableau périodique en fonction de la date. Donc vous voyez ici, Antiquité, Moyen-Âge, il y a quelques éléments qui sont déjà connus. Et ça se met à exploser ici à partir de 1800 à peu près. Ça correspond à peu près à la révolution scientifique, on comprend beaucoup de choses en même temps, et tous les domaines sont reliés, on utilise l'optique, on comprend que l'optique c'est relié à l'électromagnétisme, il y a tout qui progresse en même temps. Et la chimie aussi, elle progresse énormément. Et là, vous voyez qu'il y a déjà des atomes qui sont connus à l'Antiquité. Alors, on n'est pas sûr pendant l'Antiquité que les atomes existent, mais indirectement, on a déjà trouvé des éléments purs. Par exemple, ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Là, il n'y a quasiment qu'un seul atome répété dans tout le rocher. C'est c'est du carbone. C'est très effriable, ça. Si vous prenez un marteau ou un burin, ça s'effrite très facilement. C'est du graphite, c'est ce qu'on utilise pour les crayons en papier. Et c'est quasiment que des atomes de carbone. Donc là, c'est une roche, d'une certaine manière, qui est pure. La plupart des roches ne sont pas pures, ce sont des combinaisons. Par exemple, ici, vous avez la pyrite. Donc s'il y a des jeunes gens qui feront de la géologie plus tard, là, vous étudierez ça. La pyrite, ça contient du fer. Et S, est-ce que vous savez ce que c'est comme atome? Non, c'est pas le sodium, il y a un piège. Le sodium, c'est Na, comme dans NaCl, comme dans le sel. C'est le soufre. Ouais. Et donc on arrive à faire brûler ça et à récupérer du fer, et faire des objets en fer. Depuis l'Antiquité, on sait faire ça. Ça, c'est de la litharge, il y a du plomb. Et ça, c'est le cinabre qui contient Hg. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, mercure. C'est le mercure, ouais. De couleur un peu rouge. Donc vous faites fondre ça et vous récupérez un métal qui est très bizarre, il est liquide à température ambiante. Le mercure, vous pouvez le verser et le mettre dans un thermomètre. Donc ça, c'est pendant l'Antiquité. Alors ça, c'est pas tout à fait, c'est plus tard, c'est pendant le Moyen-Âge. C'est pas tout à fait de la chimie. C'est un autre domaine, c'est l'ancêtre de la chimie. Est-ce que vous connaissez le nom? C'est l'alchimie. Donc c'était une démarche à moitié scientifique, à moitié un peu magique. On essayait de fabriquer la pierre philosophale. Voilà, dans Harry Potter, il s'inspire un peu de ça. On essaye de transmuter les éléments, de fabriquer de l'or à partir d'autres éléments. Et on fait quand même une démarche qui est un petit peu déjà scientifique. On essaye de classer tous les éléments qui sont les briques de base, les éléments qui ne sont pas décomposables. Et alors on fait beaucoup d'erreurs à cette époque-là. Donc l'argent, le fer, ça c'est bon. Voilà, il y a d'autres éléments qui n'ont pas bougé. Voilà, le fer, l'argent par exemple. Vous avez aussi la chaux, ça c'est pas loin d'être un élément pur, mais pas tout à fait. Le soufre, ça c'est bon. La soude, pareil, c'est pas loin d'être un élément pur, mais pas tout à fait. Et puis vous avez des choses un peu plus bizarres. Vous avez les signes astrologiques, Sagittaire. Voilà, il y avait de la magie un peu reliée à ça. Des actions élémentaires, digérer, distiller, on ne sait pas trop ce que ça vient faire là. Peut-être que c'était vu comme des actions élémentaires, comme des objets élémentaires. En tout cas, on essaye de classer. Ça, c'est 17e siècle. C'est 1600 et quelques. Donc c'est pas si vieux que ça. On est encore là en 1600. Et ça, c'est un siècle plus tard, ça avance un peu. On a les métaux, l'argent, le platine, l'or, le mercure. On sépare les acides des alcalis. Les alcalis, c'est les bases qu'on fait de la chimie. Donc là, on commence un petit peu à y voir un peu plus clair. Alors lui, c'est un scientifique anglais qui s'appelle Cavendish. Il va faire plein de découvertes. Il va découvrir l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Il ne va pas les appeler comme ça, mais il va faire des expériences. Il va prendre un morceau de fer, laisser tomber de l'acide dessus. Ça va faire un dégagement gazeux. Et regardez, là, il récupère le gaz avec un ballon. Et il arrive à mesurer la densité de ce gaz. Et il se rend compte que c'est très peu dense. Donc le ballon, il a tendance à monter en l'air. Un peu comme les ballons d'hélium. Mais ce n'est pas de l'hélium, c'est de l'hydrogène. L'hélium, on en parlera un petit peu après.
Et lui, est-ce que vous connaissez? C'est un Français. C'est Lavoisier. Donc lui, il va faire les mêmes expériences, mais il va beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Il va allier l'expérimentation à la théorie. Il va comprendre que l'oxygène est présent dans l'air dans une certaine proportion. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'oxygène qu'il y a dans l'air? 20%. Hein. Donc 20%. Et le reste, c'est quoi? Oui. L'azote. L'azote, ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle azote? Ce qu'il fait Lavoisier, c'est qu'il fait brûler, par exemple, du phosphore dans une enceinte fermée. Vous voyez là-dedans. Hein. Et le fait de faire brûler le phosphore, ça consomme l'oxygène. Il se rend compte qu'il manque 20% d'air. Le volume a diminué de 20%. C'est l'oxygène qui a été consommé. Il ne reste plus que l'azote. Et après, alors c'est un peu cruel, mais il met des souris dans l'azote et il se rend compte qu'elles commencent à s'asphyxier. Et donc, l'azote empêche les êtres vivants de vivre. Vivant en latin, ça se dit zoos, comme un zoo, dans un zoo. Et en latin, quand on met un A devant, azote, ça veut dire que c'est la négation. C'est ce qui empêche le vivre. Voilà. Azote, c'est un gaz qui empêche les êtres vivants de respirer, tout ça. Oxygène, ça veut dire que ça génère de l'oxydation. Et hydrogène, ça génère hydro, oxydraté, c'est la racine de l'eau. Donc ça génère de l'eau, hydrogène. Il se rend compte de ça en mélangeant quoi et quoi. Comment est-ce qu'on fabrique de l'eau? Quels atomes on utilise? Hydrogène et oxygène, H2O. Là, c'est un mélange d'hydrogène et d'oxygène. Hydrogène, ça veut dire qu'il génère l'eau. Donc les noms viennent de là, c'est Lavoisier qui a trouvé ça. Alors lui, c'est un scientifique anglais, à nouveau, qui s'appelle Davy. Et il va utiliser d'autres méthodes pour trouver les éléments. Est-ce que vous voyez ce que c'est, ça? Il y a des petits fils là. Ce sont les premières batteries électriques. Donc c'est ce qu'on appelle des piles aussi. Est-ce que vous savez d'où vient le mot pile? Ça vient de ça. On appelle ça la pile Volta. On fait un empilement de disques. Donc là, c'est des disques de cuivre et de zinc. Et ici, là, vous avez le pôle plus et le pôle moins de la pile. Donc les piles AAA, si ça s'appelle pile, c'est parce que leur ancêtre, c'est ça, c'est un empilement de disques. Donc je passe un peu sur l'explication. Il y a de l'oxydoréduction, pour ceux qui connaissent. L'oxydation, ça crée des électrons. Les électrons circulent et vont réduire l'eau de l'autre côté. Ça, je passe rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle de la potasse. Et il va prendre des fils électriques et essayer de faire griller cet élément. Et là, il va découvrir un truc incroyable. À cause de la tension électrique, il va voir un liquide argenté sortir de cet élément. Et il va le solidifier et il va obtenir ça. C'est un métal alcalin, qui vient de cet élément qu'on appelle la potasse, et donc on appelle ça le potassium. Le potassium, ça vient de là. Il fait pareil avec la soude. Voilà, la soude, ça se présente sous différentes formes, et vous pouvez avoir des petites languettes comme ça, des petites lamelles. Et pareil, il obtient un métal qui ressemble beaucoup au potassium. Comment il va appeler ce métal? Le sodium. Ça vient de la soude, c'est du sodium. Et alors là, je vais essayer de vous montrer une petite vidéo. En fait, il y a un morceau de sodium dans la main. S'il a des gants, c'est pas pour rien. Vous allez voir pourquoi. C'est pas du sel, hein, c'est du sodium pur. Et il balance ça dans la rivière. Voilà. N'allez pas faire ça au Morillon. Hein. Donc le sodium, réaction très explosive avec l'eau. On va faire pareil avec le potassium. Attention, ça va aller.
Voilà, potassium dans l'eau. Du potassium pur, pareil, réaction explosive. Il se comporte vraiment de la même manière. Ça, c'est du sodium qui est stocké, non pas dans l'eau, évidemment, mais dans de l'huile. Donc au début, Davy mettait ça dans du pétrole. Donc là, il n'y a quasiment que des atomes de sodium. Il y a toujours des petites impuretés, mais c'est vraiment quelque chose de quasiment pur. C'est un métal, mais regardez. C'est ce qu'on appelle un métal alcalin, c'est très nul. Et vous pouvez même le couper. Et à l'intérieur, c'est plus brillant qu'à l'extérieur. Vous pouvez vous demander pourquoi c'est plus brillant à l'intérieur. Ça, c'est le sodium pur. Et ça, c'est le potassium, pareil. Pareil, ça se découpe. Et pareil, à l'intérieur, c'est tous les brillants. Je reviens sur... Et regardez où ils sont. Est-ce que vous les voyez, le sodium et le potassium? Sodium, c'est Na et potassium, c'est K. Les lettres correspondent pas toujours. Ils sont là, l'un au-dessus de l'autre. S'ils sont dans la même colonne, c'est justement parce qu'ils ont les mêmes propriétés. Et donc il y a un scientifique russe, après, qui va créer ce tableau et qui va ranger les éléments par colonne en fonction des propriétés. Et il va se rendre compte d'ailleurs qu'il y a des trous, et il va prédire, il va dire, il y a un élément là qu'on va découvrir, qui aura telle densité, telle propriété, il sera inflammable, etc. Et les gens, 10 ans plus tard, vont le découvrir. Donc là, il y a vraiment quelque chose de plus positif. C'est bon qu'on a compris quelque chose. Il y a le même, le plus connu des chimistes. Le sodium, réaction très explosive avec l'eau. Le chlore, c'est un des gaz les plus toxiques qui existent. Et quand vous combinez ces deux atomes, ça fait du sel de table, NaCl. Là, ça conserve la nourriture et ça ajoute du goût. Donc le sodium, hein, c'est le gars qui balance le morceau dans l'eau, c'est très explosif dans l'eau. Et le chlore, là, c'est un gaz très toxique. Il va faire pareil avec la chaux. La chaux, en latin, ça se dit calcis. Et donc, quel élément il va trouver? Le calcium. Et ça, les gymnastes le connaissent. C'est la magnésie. Et donc, il va trouver le magnésium avec ça. Et il continue, il va essayer avec le soufre. Et il va se tromper, il va penser que le soufre aussi est décomposable. Bon, il va faire des erreurs après, mais en gros, il trouve de nouveaux éléments. On en arrive à nos deux amis Kirchhoff et Benzène. Benzène, donc il invente le bec benzène. Et alors lui, il s'amuse, il prend tout ce qui lui passe par la main et il met la poudre, ou même des petites gouttes d'eau, de toutes petites gouttes d'eau sur la flamme, et il regarde les couleurs. Et il voit que les flammes ont des couleurs très différentes. C'est un petit peu exagéré, là, mais les couleurs sont très différentes suivant l'atome que vous mettez dans la flamme. Là, pareil, j'ai des petits vidéos. Vous prenez un bec benzène et on rajoute, alors on voit pas trop là, mais c'est NaCl, vous mettez du sel de table, tout simplement. Et la flamme devient très jaune. C'est pas qu'elle change de température, c'est le sodium qui rayonne dans le jaune. Et le potassium. Alors on a vu le sodium et le potassium, ça se ressemblait, il y avait plein de choses en commun. Par contre, au niveau de la flamme, pardon. Le potassium, là on commence à en ajouter. Et au lieu de donner une flamme jaune, ça donne une flamme beaucoup plus rose. Donc ils sont dans la même colonne, ils ont plein de choses en commun, mais là on voit des différences assez marquantes au niveau de la couleur. Ça, certains ont peut-être compris, c'est les traits lumineux dans le spectre. Ça correspond à ça. Et donc ils font, c'est des amis, ils vont se balader ensemble, ils discutent beaucoup de physique et de chimie. Et ils se demandent comment savoir, quand il y a un mélange, ce
quand il y a une poudre, si c'est un mélange de différents éléments. Par exemple, si vous avez un élément qui est bleu et un autre élément qui est rouge, et que vous avez une flamme violette, ben soit c'est un élément qui est violet, soit c'est le bleu et le rouge qui se sont mélangés. Donc c'est difficile de savoir. Et donc Kirchhoff, il va faire un petit dispositif avec un prisme là, pour regarder la flamme et regarder les longueurs d'onde, et regarder ce qui se passe au niveau du spectre. Voilà pourquoi je vous ai parlé du spectre au début. Il va faire ça. Pour le sodium, il va voir un doublet jaune. Il y a des gens qui ont fait de la physique ou de la chimie qui connaissent ça. Donc ça, quand vous voyez ça exactement à cette couleur, vous savez que c'est du sodium. Et ça, c'est un autre élément ou un mélange d'éléments. Vous avez un code barre qui est associé à chaque élément. Et vous allez pouvoir les identifier comme ça. Et à force, ils vont faire ça avec plein d'éléments. Ils vont connaître par cœur la position exacte des traits pour chaque élément. Et grâce à ça, ils vont découvrir de nouveaux éléments. Donc là, ceux qui ont une bonne vue peuvent peut-être jouer au petit jeu. Là, il faut essayer de deviner quels sont les éléments présents dans le mélange, tout en haut. Bon, c'est un peu petit, donc je vous donne la solution rapidement. Là, vous voyez, là, tous ces traits-là, on les retrouve. Donc il y a de l'azote. Le doublet là, de l'hélium, il y est. Ce trait là, de l'oxygène, il est au milieu, entre ces deux-là. Donc il y a tout sauf l'hydrogène. L'hydrogène, on voit qu'il n'y est pas. Donc quand vous voyez ça, vous savez que la poudre que vous avez balancée dans la flamme, elle contient tel atome, tel et tel atome. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, ils vont trouver un trait qu'ils n'ont jamais vu. Et donc ils vont découvrir de nouveaux éléments grâce à ça. Donc le doublet du sodium, il est là, ça c'est l'hydrogène. Et Kirchhoff, lui, c'est un physicien, donc il va réfléchir à ça, à ce qui se passe au niveau du soleil. Donc Kirchhoff va faire de la physique après, à partir de ça, et Bunsen de la chimie. Il va faire passer la lumière du soleil pour faire correspondre les raies au niveau des raies de la bougie. Et donc ça, c'est le spectre du soleil. J'ai un peu baissé le contraste, c'est fait exprès, vous allez voir. Et le sodium, quand il rayonne, boum, il rayonne pile au même endroit. L'absorption et l'émission sont pile au même endroit. Je vous donne un petit peu la solution avec les mots. Et après, il va faire un truc incroyable. Ça, c'est une idée de génie. Il va faire passer le soleil directement à travers la bougie. Il refait pareil, il met du sel sur la bougie. Normalement, le sodium dans le sel rayonne les deux traits jaunes, comme ce que je viens de vous montrer. Sauf que là, il ne va pas en croire ses yeux. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous voyez, c'est un peu gris là. Il met le sel et ça devient plus sombre. Et ça, c'est très bizarre. Je rajoute du sel, normalement, ça devrait rayonner plus. Et donc, il se gratte la tête et il se dit, ok, il y a forcément du sodium qui émet de la lumière à ces longueurs d'onde là. Ça, on l'a vu tout le temps. Mais en fait, il y a en partie de l'émission de lumière et en partie l'inverse de l'émission, de l'absorption. Et il comprend que le sodium absorbe la lumière pile à ces longueurs d'onde là, pile ces couleurs. Et donc il crée, après il utilise une lampe qui rayonne vraiment, pas comme le soleil avec des trous, mais qui rayonne vraiment tout le spectre. Il rajoute du sodium et hop, de l'absorption. Le sodium absorbe la lumière. Donc là, il vient de créer les premières raies de Fraunhofer de l'histoire. Il va se coucher, il ne dort pas très bien, il a fait une découverte incroyable. Et il se réveille le lendemain, et il a une sorte de révélation, et il se dit, ça c'est le spectre du soleil, il y a deux traits noirs ici, pile au niveau du sodium, il y a du sodium sur le soleil. Et il comprend que ça, c'était un peu l'énigme du départ, ces traits noirs là, ce sont les éléments chimiques sur le soleil, qui absorbent les longueurs d'onde. Voilà. Je passe un peu, Bunsen il fait la même chose, il trouve de nouveaux éléments, c'est ce que je vous disais, il trouve des traits à des endroits totalement inconnus. Je passe un peu vite. Et quelques années après, on découvre à nouveau des traits très bizarres qu'on n'a jamais vus avant, au niveau de la chromosphère. Et donc on trouve un nouvel élément sur le soleil. Le soleil en grec, ça se dit comment ? Hélios. Et donc on appelle ça l'hélium. On a trouvé un nouvel élément sur le soleil. Et après on va le découvrir sur Terre également. Voilà. Et donc on trouve plein d'éléments comme ça. On ne va pas s'arrêter là. Récemment, on arrive à le faire avec carrément des molécules.
non plus des atomes, mais des molécules. Même chose, il y a une sorte de code barre, sauf qu'il y a carrément des trous ici. Donc ça, c'est la lumière visible, et ça, c'est une frange sombre, qui correspond non pas à un atome, mais à la molécule de dioxygène. Si vous regardez ce qui se passe, c'est un peu petit, mais la courbe en jaune, c'est la lumière émise par le soleil. Beaucoup de visible, un peu d'ultraviolet, un peu d'infrarouge. En jaune, c'est ce qui est observé par les satellites dans l'espace. Et est-ce que vous comprenez ce qui se passe avec la courbe en rouge là? C'est ce qui est observé au sol. Pourquoi est-ce qu'il y a des trous ici là? C'est les molécules de l'atmosphère qui absorbent certaines longueurs d'onde. Et donc là, en voyant les trous à tel endroit, on arrive à savoir quelles sont les molécules observées. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut faire ça avec de la lumière qui vient de très très loin, y compris d'autres étoiles et d'autres planètes. Ça, c'est une exoplanète qui s'appelle WASP-96b, et on a découvert de l'eau grâce à ça. On n'a pas zoomé à fond et on a vu des océans, ça c'est pas possible. Par contre, avec le spectre, on se rend compte qu'il y a de l'eau sur cette planète. Ça, est-ce que vous connaissez cette molécule? C'est l'éthanol, c'est l'alcool consommable. On en a découvert dans l'espace, un peu partout. Ça aussi, au centre de la Voie lactée, dans une galaxie, du formiate d'éthyle, c'est la molécule responsable de l'odeur de framboise. Il y en a beaucoup sur Terre, ça sent la framboise. Donc des fois on dit que le centre de la galaxie sent la framboise. Qu'est-ce qu'il y a ces molécules? Ça c'est un précurseur d'un acide aminé, donc ce qui est généré par l'ADN et qui forme ensuite les protéines. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'ADN dans l'espace, mais il y a des précurseurs, il y a des molécules qui vont former ça. Et très récemment, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a cette planète, c'est une vue d'artiste, qui s'appelle K2-18, et on a découvert ici, pareil avec le spectre, toujours la même méthode, cette molécule qui s'appelle du sulfure de diméthyle. Et on n'a aucune idée de comment ça pourrait être produit autrement que par de la vie. On ne connaît pas de mécanisme de formation de cette molécule, à part par le plancton. Donc on se dit peut-être qu'il y a de la vie sur cette planète, juste en regardant le spectre. Voilà. Donc on a découvert des éléments, et on arrive à sonder comme ça les planètes lointaines, les molécules, grâce à tous ces scientifiques, en particulier 2 amis, un chimiste et un physicien. Merci. On a le temps pour quelques questions. Oui. Du coup, monsieur, vous avez dit qu'il a remarqué ça grâce au sel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de sel, on aurait remarqué des années plus tard que c'était lié au grec. Oui, en fait, on fait ça avec plein d'atomes différents. Donc là, vous parlez de ça. Ici, par exemple, ça, c'est la raie H-alpha. C'est pas lié au sel, c'est lié à l'hydrogène. Donc il y a plein d'hydrogène qui est moléculaire et même atomique, juste des atomes d'hydrogène dans l'espace, dans les nuages moléculaires. Et on arrive à le savoir en trouvant cette raie. Donc c'est pas seulement les éléments solides, ça peut être tous les atomes, et même, on l'a vu, toutes les molécules. Il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Ce que vous avez montré à la fin, Oui. C'est via un satellite? Enfin, c'est un petit spectro qui est embarqué Oui, c'est le James Webb, le fameux James Webb qu'on a lancé récemment. Okay. Donc lui, il fait des mesures très précises de spectrométrie, de spectroscopie. Donc il analyse le spectre. Ici, vous voyez les longueurs d'onde. En fait, le visible, il est là. Et tout ça, c'est des plus grandes longueurs d'onde. Donc en dessous du rouge, ce sont des infrarouges. Et la molécule d'eau, elle absorbe beaucoup dans les infrarouges. Et lui, là, le sulfure de diméthyle, on le voit là. Pareil, c'est dans les infrarouges un peu lointains. Donc c'est plutôt en regardant les infrarouges qu'on se rend compte qu'il y a telle ou telle molécule. Et pareil, c'est des codes barres. Si vous voyez exactement les trous à tel endroit, vous savez que c'est telle molécule. Il y a vraiment une identification parfaite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. L'électrolumineuse que vous avez montré au départ, émis par le soleil, c'est quelque chose d'universel, toutes les étoiles émettent ça? Non. Alors on retrouve ce spectre dans beaucoup d'étoiles, mais avec des variations. Donc ici, j'ai affiché ça de manière un petit peu grossière, avec juste soit de la lumière, soit une frange sombre.
Et en fait, ce qu'on fait, c'est ce que je montre à la fin. On mesure carrément l'intensité précisément. Et donc, il y a des franges sombres qui sont plus sombres que d'autres. Et donc, on sait qu'il y a plus ou moins de tel atome, de telle molécule sur l'étoile qu'on regarde. Et il y a des étoiles qui ont des compositions différentes du Soleil, avec les étoiles plus grosses qui ont déjà formé autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium, des atomes plus lourds, du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Et on voit ça grâce au spectre. Donc c'est pas tout à fait le même spectre que le Soleil. Et le spectre sans barre, oui. Il est universel, il s'applique à toute... Oui, alors il faut juste faire attention. Des fois on observe ce spectre-là. Et en fait tous les traits sont décalés vers la droite. Ils sont décalés vers le rouge. On appelle ça le décalage vers le rouge. Ça dû à ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'étoile est en train de s'éloigner de nous. Et donc la lumière perd en fréquence. Comme les ambulances qui passent devant vous, c'est l'effet Doppler. Quand elles s'en vont, la fréquence diminue. C'est plus grave. Pour la lumière, c'est pareil. La fréquence diminue, donc c'est plus rouge. Et donc vous avez tous les traits comme ça qui sont décalés. Et en mesurant le décalage, on sait quelle est la vitesse de l'étoile par rapport à nous. C'est le décalage vers le rouge. Il y a d'autres questions? T'es sûr? Oui. Allez. Qu'est-ce qui reste à prouver pour déterminer que la vie existe ailleurs? Alors déjà, on n'est pas sûr que cette molécule soit... En fait, c'est un peu une question de logique. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de mécanisme autre que le plancton qui produit cette molécule que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a des roches un peu particulières avec des pressions différentes qui fabriquent cette molécule. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver d'autres molécules, pas que celle-là. Parce que s'il n'y en a qu'une seule, elle pourrait être créée par un mécanisme bien précis. Et d'ailleurs, sur Mars, on a trouvé du méthane, on a trouvé des choses très organiques. Et quand on a découvert ça, on s'est dit, peut-être qu'il y a de la vie sur Mars. On n'a pas trouvé de preuves, mais voilà, c'est pas parce qu'on observe une molécule qu'on peut conclure que c'est bon, il y a de la vie. On en est encore très loin, c'est pas concluant. Mais c'est une piste. Oui. Est-ce qu'il y a quelques cas particuliers où certaines molécules, on est sûr et certain qu'il n'existe pas d'autre manière de la faire et du coup être sûr que sinon il y a une autre vie si on la trouve quelque part? Non, c'est une question de logique. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mécanismes que ça n'existe pas. Donc on sait comment cette molécule... Ça, si vous faites cuire du chou, vous allez avoir beaucoup de cette molécule dans votre cuisine. Vous allez sentir cette odeur. Et l'odeur typique de l'océan, de la mer, c'est dû à cette molécule. Donc on connaît des mécanismes, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas liés à un objet vivant, à un organisme vivant. Donc c'est pas parce qu'il y a cette molécule qu'il y a de la vie, mais c'est une piste très importante, très intéressante. Bien. Donc il restera à votre génération à aller faire un tour sur cette planète pour vérifier si Il y a des courageux. Bien, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Question, on va remercier Grégoire.